Aujourd'hui, dans le Vélo Geek Podcast, on prend le temps de répondre à quelques-unes de vos questions sur le positionnement et l'ergonomie. Combien devrait coûter une étude posturale? Quoi faire avec un inconfort de selle au niveau du périnée qui apparaît seulement en grimpe? Et comment choisir la bonne taille de cadre de votre nouveau vélo en utilisant votre ancien vélo? Je m'entretiens encore une fois avec Romain Girard, spécialiste en positionnement d'origine française, présentement basé en Angleterre. Et je vous dis bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. Hey, merci Romain de te rejoindre encore à moi pour répondre à certaines questions des auditeurs. Toi, ça va bien dans ton Angleterre, où est-ce que tu pratiques? Ouais, bonjour et merci de m'avoir encore une fois sur le pod. Et ouais, en Angleterre il pleut, donc bon, c'est pas terrible. On va pas aller faire une sortie aujourd'hui, mais sinon tout va bien. Écoute, vu de l'extérieur, s'il pleuvait pas en Angleterre, je pense qu'on serait déçus. Du coup, on a l'impression qu'en Angleterre, il ne fait que ça. Et à l'inverse, ici au Canada, où on pense qu'il y a toujours de la neige, présentement, on n'en a presque plus. Donc, le printemps s'amorce assez hâtivement. Écoute, merci. On va répondre à quelques questions qu'il y a eu au niveau de l'auditoire sur les différentes vidéos. Écoute, la première, c'est une question assez d'ordre général, mais que je trouve qui est très intéressante et que je veux qu'on élabore vraiment sur différents points. C'est vraiment, tout simplement, une étude posturale. Ça coûte plus ou moins combien? Évidemment, je pense que c'est une question qui est un peu comme un vélo, ça coûte combien? La réponse est très variable, mais j'ai quand même pris le temps de sonder l'auditoire et pour donner une idée, je vais le donner en euros et en dollars canadiens pour les deux. Et toi, je sais que tu es en livres sterling, mais pour donner une idée, 21% des gens ont dit qu'il y avait une étude posturale qui a coûté moins de 100 euros ou 150 dollars canadiens. La majorité à 44%, dans le fond, l'option la plus populaire, c'est entre 100 et 200 euros, donc 150 à 300 dollars canadiens. 28% entre 200 et 300 euros, donc 300 à 450 dollars canadiens. Et 7% 300 euros et plus. Donc, quand même, on voit qu'il y a une très grande plage. Je veux parler avec toi de différents points. Qu'est-ce qui explique cette si grande différence? Qu'est-ce que le client devrait regarder? C'est quoi les attentes qu'il devrait avoir par rapport à certains niveaux de prix? Ben, on va commencer justement, on va comparer ces différents points-là selon tes services et mes services. À la base, toi, effectivement, tes services se chiffrent à combien? J'ai deux options. J'ai une option que j'appelle l'étude fondamentale qui est à 160 euros Mhm, et dure à peu près 2 heures. mhm, Et après, il y a l'étude complète qui est facturée 270 euros mhm. et qui dure à peu près 4 heures. Ok. Donc c'est les deux options que j'offre. Sur la partie fondamentale, 2 heures, ça nous laisse le temps de d'effectuer une étude posturale quand même complète. Hein. On fait pas que la moitié, mais on va aller un petit peu moins dans le détail et on va se concentrer beaucoup plus sur les problèmes principaux. Donc vraiment, on va dire un peu comme la loi de Pareto, qui est la règle du 80-20. On va prendre 20% du temps et on va faire 80% des résultats en gros. Mhm. Alors que l'étude complète, on va vraiment pouvoir aller dans le détail sur tous les aspects et vraiment aller optimiser au maximum et vraiment utiliser le temps pour perfectionner l'étude. Ouais. Moi, tu vois, on a déjà, même juste entre nous deux, qu'on a un niveau de compétences probablement à peu près similaire ou quoi que ce soit, tu sais, moi, j'ai un service de très fondamental d'une heure que je fais comme relativement rarement. C'est vraiment pour quelqu'un qui aurait jamais, jamais eu de positionnement, juste pour partir avec certaines bases, qui est 120 dollars canadiens. Et mon produit, disons, vraiment qui est 99% des cas, qui est 2 heures, 220 dollars canadiens. Je sais que je suis très
compétitif dans les prix quand j'observe le reste, dans le fond, de la compétition. Puis je vais peut-être expliquer pourquoi, qu'est-ce que je fais de plus, de moins que les autres. Puis c'est ça, on va un peu comparer un peu nos différentes philosophies, puis un peu à travers tout le spectre des choses. Mais bon, là, on a parlé du tarif. Effectivement, bon, premier point de comparaison, le temps, évidemment, un positionnement, je crois, après-vente de 20 minutes, on peut pas avoir les mêmes attentes ou les mêmes tarifs que un positionnement de 4 heures. Non, c'est ça, et j'aime bien l'analogie que tu as fait au niveau du vélo. On va trouver des vélos à 500, 600 euros, et on va Mm, trouver des vélos à 15 000 euros. Donc, mm. entre les deux, il y a vraiment une plage énorme, et les attentes vont être différentes avec les différentes catégories de prix. Donc, on se retrouve sur à peu près la même chose sur les études posturales, avoir, euh, avoir les attentes qui correspondent à l'étude choisie. Mm. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. C'est comme le vélo. Si on achète un vélo à 1000 euros et on s'attend à ce qu'il soit aussi performant qu'un vélo à 10 000, il va peut-être y avoir un écart quand même. Mais j'aime ta comparaison avec la loi de Pareto parce que, effectivement, aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses dans la mesure où parfois il y a des cas justement beaucoup plus complexes qui demandent beaucoup plus de temps d'analyse et beaucoup plus de détails qui peuvent prendre plusieurs heures. Mais autant que des fois, je sais pas si tu as ce syndrome-là, de voir un cycliste passer sur la route et faire comme donne-moi 10 minutes, une clé et je règle 80% des problèmes qu'il y a. Ouais, Est-ce que tu as ce syndrome-là aussi? ouais, c'est assez problématique d'ailleurs pendant les sorties parce que maintenant je me concentre plus sur ça qu'autre chose, mais j'essaye maintenant de faire un petit peu le vide et d'oublier le côté étude posturale quand je fais du vélo. Mais c'est pas facile parce que c'est tellement facile à identifier un problème, surtout quand il est tellement important. Des fois, ouais, je vois des cyclistes passer et je me dis, mais à quel point ça doit être inconfortable. Et Ben, C'est, mais- ultimement, en plus, c'est que si on a un novice qui a moins d'expérience ou quoi que ce soit, ben, souvent, ben, un peu moins de temps ou d'un problème très spécifique. Mais dès qu'on arrive dans un problème qui est plus récurrent, plus précis, c'est sûr que ça demande plus de temps. Plus que le cycliste a d'expérience, ultimement, plus que souvent pour trouver un problème vraiment plus pointu, ça va demander plus de temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, ben, le corps humain est tellement complexe et individuel. Chaque Mm. personne va avoir des limitations différentes, des capacités différentes, une historique différente aussi. Mm. Donc, qu'il faut prendre en compte pour l'étude. Donc, on revient un peu aussi sur la conversation qu'on a eue la dernière fois sur les IA et tout Mm. ce qui est algorithme et logiciel et calcul Mm. d'angle ou catégorie de fenêtres d'ajustement, qui on essaie de mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'au final on a des individus, tout le monde est unique, donc du coup c'est pas faisable, et c'est Non. ça qui peut aussi différencier au niveau du prix. Avoir une étude où j'ai vu, il y en a certains en France ou même en Angleterre, où ça vont facturer moins de 100 euros, mais ça va durer 30 minutes. Mm. Et c'est une caméra qui enregistre un petit peu de mouvement, ou des fois c'est même juste statique, et on fait quelques changements, quelques ajustements, et c'est réglé. Euh, ça, Dans la braquette des prix, c'est peu d'argent à investir, mais ultimement, ça a un coût de revient élevé. ouais, enfin, c'est délicat, mais avoir un système comme ça, c'est pas forcément une solution. Non, c'est ça. Puis moi, dans la philosophie au niveau du temps, ce que je trouve aussi, c'est toujours une question, un peu comme tu revenais à la loi de Pareto, que moi, il arrive à un certain moment, aussi dans plusieurs cas, que arrive à un certain moment où ce que finalement, je préfère avoir une validation à l'extérieur avec un suivi que, disons, après ça, aller dans les petits détails. Donc, des fois, j'aimerais ça mieux le couper en deux, faire un 2 heures et quitte à avoir un suivi à l'extérieur que des fois y aller vraiment dans les détails. Mais ça, c'est un autre point à amener, mais s'il y a un suivi ou non, parce que c'est pas tous les positionnements, pas toutes les études posturales qui vont inclure un suivi au besoin. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, Mm. mais que j'offre dans mon service un peu plus avancé, mais pas dans le service plus de base. Toi, est-ce que tu as un suivi qui est inclus avec ton positionnement? Même principe donc sur l'étude complète où là il va y avoir un suivi parce que
Euh, alors, il y a une condition sur ça, c'est que les changements ont été faits. Donc, par exemple, si je recommande un changement si on a vu une limitation au niveau de la hanche et qu'il faut, par exemple, des manivelles plus courtes, donc, parce que la longueur des manivelles va générer de la tension et des douleurs au niveau des hanches. Mm. Si les manivelles sont pas changées et que le client se plaint qu'il y a toujours des douleurs, là, il n'y a pas de suivi à faire. C'est juste qu'il n'y a pas eu l'ajustement qui a été fait. Mm. Par contre, si les ajustements sont faits et qu'il y a encore des douleurs, dans ce cas-là, il y a un suivi. Donc, il y a une visite complémentaire qui est faite, qui est gratuite ou incluse, ça dépend comment on veut le regarder. Mais du coup, on revient et on analyse et on essaie de trouver la raison qui pose problème et on essaie de résoudre le problème. Parce que c'est des choses qui arrivent. Le corps est quelque chose de complexe. Puis je dis souvent, pourquoi que ça, c'est quelque chose peut-être une problématique des fois que je vois avec comment que les clients perçoivent une étude posturale, qui voient ça un peu comme un événement de « Ah, j'ai déjà eu un positionnement, ma position est bonne, et donc si j'ai des douleurs, c'est parce que c'est moi le problème et je devrais l'endurer. » Pour moi, c'est toujours un peu un problème, parce que justement, pas tout le monde qui est dans la même. Je dis souvent, si vous allez voir un professionnel de la santé, un médecin, un physiothérapeute ou quoi que ce soit avec un problème, est-ce que vous vous attendez à avoir tous vos problèmes par automatisme réglés en une seule consultation? Ben, parfois c'est suffisant, mais parfois il faut vraiment se réaligner avec les nouvelles dynamiques que ça peut avoir créées. Oui, c'est ça. Et c'est un point intéressant. Et aussi, je vois souvent une différence entre le ressenti sur le home trainer et le ressenti sur route. Le cerveau, il sait très bien qu'il n'est pas sur la route. Les sens ne réagissent pas de la même façon. Le système nerveux ne réagit pas de la même façon. Donc, il y a forcément un peu de différence entre les deux. Et avoir un essai sur route, ça peut des fois changer le ressenti. Et il y a aussi, si on fait un changement assez radical de position, on va engager des muscles de manière différente. Et du coup, ça va aussi, après quelques semaines, changer encore la façon dont le corps se comporte sur le vélo. Et du coup, il faut un petit réajustement parce que le corps a évolué en 3 semaines par rapport à ces grands changements. Donc du coup, refaire un suivi. La dynamique à l'intérieur sur une base d'entraînement, on essaie de recréer le plus possible une dynamique comme à l'extérieur, mais il n'y a rien comme la dynamique d'un vélo mobile à l'extérieur, le vent, il y a toujours des nuances à y avoir qui peuvent être à se recalibrer finalement. Si on arrive avec un autre point qui évidemment fait une énorme différence au niveau des tarifs et que les gens aiment bien voir aussi et qui explique beaucoup des différences de prix, c'est les technologies utilisées. Donc évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des technologies qui, pour les spécialistes, sont extrêmement coûteuses. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui, pour les rentabiliser, n'a pas le choix de se retrouver dans la facture, finalement. Donc, et c'est des outils qui peuvent être très, très, très importants dans le processus décisionnel. Toi, justement, donc, c'est sûr que quelqu'un qui positionnement plus de base, soit en plus avec un goniomètre, un fil de plomb, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins détaillé que si on arrive avec des captures de mouvement. Toi, c'est quoi que tu as comme technologie présentement? J'utilise beaucoup une méthode comparative. Donc le but, c'est vraiment d'aller essayer les positions à différentes longueurs, différents réglages, de manière à trouver la position optimale. Donc par exemple, j'ai une potence ajustable qu'on va être capable de mettre sur le vélo. Si on n'est pas en câble intégré avec... tout ça, ça complique aussi avec les nouvelles technologies que les fabricants de vélos nous ramènent. Mais du coup, avoir une potence ajustable, ça nous permet d'essayer des longueurs entre 50 et 150 et des angles entre moins 30 et plus 30. Donc on peut vraiment tout couvrir. Et du coup, ça nous permet d'essayer avant d'acheter. Donc on n'a pas besoin de dire essaye une 80 et on verra si ça marche. Et puis si ça marche pas, on essaiera une 70. En temps réel. Là, voilà, on peut vraiment faire les essais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai eu une personne une fois qui m'a contacté en disant la potence c'est pas mal, je voudrais bien en acheter une pour la mettre sur mon vélo et faire des essais. Et j'ai dit oui, avec le prix d'une potence, on paye 4 études posturales, donc autant faire une étude et tout faire en même temps plutôt que juste essayer de jouer avec une potence. Mais donc du coup, ça revient sur ce que tu disais où l'équipement peut être très cher. Et là, on parle juste de la potence. Après, j'ai aussi un guidon ajustable. Donc pareil, ça nous permet d'essayer toutes les largeurs.
avant d'acheter. J'utilise une caméra pour enregistrer et montrer au client, de manière à montrer le visuel et pouvoir expliquer ce que je vois. Mais c'est surtout par rapport à ce que moi je vais voir de la personne. Il y a beaucoup de choses que des systèmes de capture vont pas forcément identifier. Donc avoir juste au niveau du regard, et même des fois en filmant et en montrant au client, on n'arrive pas vraiment à le voir sur la caméra. Donc c'est surtout au visuel. Et au retour, c'est important. Un, un, un- À ne jamais. pour- Souvent, ceux qui ont beaucoup de technologie, faut jamais quand même éliminer le ressenti du client. C'est ça, des fois, qu'il faut voilà, c'est faire ça. attention. Pour ceux qui utilisent beaucoup de technologie, il faut l'utiliser. C'est un outil. Mais on peut pas seulement prendre ses décisions en fonction et un peu oublier sa propre expérience, son visuel et le ressenti du cycliste, là. Ouais. Ouais, le ressenti, c'est important. Ouais. Ouais, Donc être à c'est ça. l'écoute, avoir le retour d'information. Donc en fait, Ouais. chaque fois, je le dis, je prescris pas une position. Mm. On travaille ensemble pour trouver la Ouais. position. C'est ça. Puis, tu sais, moi, d'un point de vue technologie, tu sais, pour faire un peu peut-être une histoire de comment ma philosophie a changé par rapport à quand j'ai commencé finalement mon compte. Tu sais, je suis parti avec un investissement déjà au départ de, bon, moi j'ai bon, oui, effectivement, moi c'est une analyse posturale, bon, j'ai un système de capture vidéo. J'ai les capteurs de mouvement dynamique Léomo Mhm. et j'ai la cartographie de pression de sel. Donc, je me suis dit, je vais partir avec ça et j'avais un peu, justement, dans la projection, bon, ça va être pour commencer. Quand je vais bâtir ma clientèle, que ça va aller mieux, je vais acheter la cartographie au niveau des pieds, des systèmes de capture 3D. Et c'est infini toute la technologie qu'on peut aller chercher. Et disons, c'est très, ça pourrait être, j'aurais beaucoup de plaisir à l'utiliser sans aucun doute. Arrive un point où ce que justement, il faut se dire, ben, qu'est-ce que ça va m'amener aussi d'aller ça? Est-ce que je vais aller chercher, on parlait de la loi de Pareto, est-ce que c'est pour aller chercher le dernier 1% ou quoi que ce soit, mais d'être obligé finalement d'avoir un tarif qui devient tellement élevé que finalement c'est seulement ceux qui sont déjà optimisés presque à 100% qu'on va aider et un peu de s'éliminer une clientèle peut-être plus amateur, qui veut Mhm. simplement retrouver un confort, qui a de la difficulté. Donc, c'est toujours cette balance-là. Et c'est que moi, finalement, je me suis dit, ben, oui, ça peut être attirant, mais ultimement, il y a tellement de gens que ça peut enlever. Et je le ramène à pourquoi que je fais ça. Pour moi, le plus intéressant de ça, c'est il y a quelqu'un qui vient avec un problème qui nuit à son désir, dans le fond, à sa capacité à apprécier le sport du cyclisme et de lui redonner finalement de la joie à utiliser ce Mhm. sport-là, finalement. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, si je m'en vais chercher toutes ces technologies-là, est-ce que ça peut aider? Oui. Mais on devient amené à un certain tarif que on rejoint presque plus ces gens-là parce que ça devient pas assez abordable. Donc, il y en a pour tout le monde, mais moi, c'est un peu là où ce que j'en suis que il y en a pour tous, mais ultimement, à un moment donné, un peu la règle du Pareto, des fois, si on revient à une certaine simplicité, il y a beaucoup de gens qu'on peut Ouais. régler les problèmes, là. Non, c'est vrai. Après, niveau technologie, c'est vrai qu'une capture de pression sur la selle, ça, c'est quelque chose que bah, j'attends que ce soit livré. J'ai problème de livraison avec ça. Mais Ouais, du coup, j'ai investi dans ce système-là parce que, pas forcément pour prendre des décisions, mais pour vraiment ramener un visuel avec le client. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pendant l'étude en relation avec la selle. mm, Mais essayer de le quantifier ou de le visualiser, certaines personnes le ressentent tout de suite et d'autres personnes n'ont pas vraiment le ressenti. Et avoir un mm, système d'image qui permet de visualiser le changement, mhm. c'est quand même assez intéressant. Définitivement, c'est quelque chose qui aide. Puis, tu sais, d'un point de vue technologie, tout ce qui existe, ont tous leurs bénéfices. Mais je le ramène, des fois, je disais, bon, un côté du tarif, c'est la qualification, définitivement, de la personne qui fait le positionnement. Et ultimement, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits aussi qui s'appuient beaucoup sur
l'idée de la technologie pour arriver avec un produit qui, donc, ils vont vendre à un très très haut tarif parce qu'il y a eu beaucoup d'investissement d'un point de vue technologique, mais qu'ultimement, je trouve que ça donne pas nécessairement le meilleur résultat si finalement on a tout investi dans la technologie pour finalement tout le monde les remettre dans le même moule parce qu'on s'appuie trop sur la technologie et pas assez sur l'expérience, le visuel, le ressenti. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui Ouais. peut être problématique, qui fait beaucoup augmenter les tarifs sans nécessairement augmenter la qualité du résultat. Je connais plusieurs ergologues ou spécialistes en positionnement, surtout en Angleterre, qui ont investi dans des systèmes de 3D Hmm. pour satisfaire une clientèle. Oui. C'est-à-dire ils l'utilisent pendant l'étude pour montrer aux clients qu'ils l'ont et que ça marche, et on a un petit avatar qui fait coucou quand on bouge les mains, mais à aucun moment c'est utilisé pour une prise de décision. Hmm. Mais c'est simplement d'avoir ce système-là, ça va rassurer certains clients Oui. parce qu'ils vont avoir plus confiance en une technologie qu'une décision humaine. Donc, ah oui, il y avait toute la technologie, on s'est basé sur ça, maintenant c'est très bien, on est optimisé, c'est parfait. Donc, avoir une confiance plus en la technologie, c'est C'est beaucoup d'investissements que regrettable. j'ai vus. Oui, C'est c'est regrettable, mais c'est regrettable. Ouais. vraiment une réalité parce que de plus en plus, les boutiques et tous les systèmes ne vendent pas un produit avec le nom. Tu sais, dans le fond, que ce n'est pas le spécialiste qu'on vend, qui ultimement, c'est lui qui fait la plus grande différence. On vend la technologie finalement, mais la technologie, comme je dis souvent, c'est un outil, ce n'est pas la technologie qui va faire le positionnement, c'est un aide au spécialiste. Et ce spécialiste-là, même la technologie finalement, avec une personne qui a de la difficulté à interpréter les données, plus de données peut juste amener plus de confusion, là, Hmm, c'est ça. définitivement. Puis bon, un autre point que je peux quand même amener, qui est un point de vue peut-être plus d'un point de vue vraiment affaire, mais qui est une réalité, c'est la localisation. C'est-à-dire, je sais pas, toi, c'est quoi exactement ta situation, où ce que tu es situé. Je crois que tu es t'es à l'intérieur d'une boutique de vélo, je crois. Oui, donc je fais à partir d'un magasin de vélo. Mhm. Je fais aussi à domicile. Donc, OK. si j'ai tout l'équipement qui rentre dans la voiture, donc du coup, je peux le faire aussi à domicile pour n'importe où en fait. Donc ça, c'est assez pratique. Mais 90% du temps, je le fais depuis un magasin de vélo. Donc ça nous permet d'avoir accès aussi à des pièces. Parce que c'est quelque chose pour moi où je veux rester assez neutre. Je veux pas avoir euh, un sentiment ou avoir que les clients aient un sentiment d'être obligés d'acheter quelque chose. Mhm. Ah, on m'a dit que il me fallait des nouvelles manivelles et du coup elles sont là, il faut les acheter et on repart avec. Euh, c'est plus, voilà, moi je vous conseille ça. On a travaillé ensemble pour définir la position. Maintenant, là où vous allez l'acheter, ça ne change rien pour moi. Donc, je veux pas vous forcer à vous le vendre maintenant parce que vous pouvez l'acheter n'importe où. Mais voilà, c'est juste une recommandation. On a travaillé ensemble pour ça et c'est la position optimisée. Après, il y a quand même des nuances. Je travaille quand même avec certaines marques qui sont difficiles d'accès. Donc SMP, par exemple, on va pas facilement le trouver en magasin. Ou alors toutes des dimensions qui vont être en dehors du standard. Donc pour les guidons, par exemple, je vais avoir du 32 et du 34. Parce que essayer d'aller trouver ça en magasin de vélo, c'est quasi Non. impossible. Bah c'est impossible d'ailleurs. Je suis obligé de les faire venir de Taïwan, donc c'est pas facile. Et pareil pour les manivelles. Je vais avoir tout ce qui est en dessous de 165, parce que 165 et 160 maintenant c'est disponible relativement facilement. Mais donc tout ce qui est 155 jusque 140, ça pareil je vais avoir parce que sinon c'est pas disponible. C'est ça, il y a différentes façons de faire parce que, bon, même si ça change pas au niveau du service, c'est sûr que quelqu'un qui a une boutique à un endroit très achalandé avec une vitrine sur le devant de la rue, une très belle visibilité, une pancarte à l'extérieur, un local impeccable, ben, c'est des coûts fixes qui sont définitivement plus élevés qui se retrouvent sur la facture plutôt que. Moi, j'ai un beau local, mais tu sais, je suis quand même au centre-ville de Mont-Tremblant, mais on n'est pas à Montréal. C'est pas un endroit qui a nécessairement un énorme volume. Il n'y a pas de stationnement dédié. Je suis dans un sous-sol d'une bâtisse avec un accès, oui,
par la rue principale, mais qui n'est pas très visible de l'extérieur nécessairement. Donc, est-ce que ce serait mieux d'avoir un beau local, vitrine très, très, très beau de l'extérieur. Mais ultimement, c'est un frais qu'il faut repasser au client finalement. Donc, encore là, je trouve qu'il y a y a rien de parfait. Moi, j'essaie de garder mes coûts fixes le plus bas possible pour rester compétitif au niveau des prix. Et tu parlais du stock aussi. Évidemment, moi étant 100% indépendant, j'ai vraiment, oui, une lassitude dans une certaine mesure sur ce que je peux avoir comme produit. Oui et non. Des fois, quand on est indépendant, je trouve, dans la mesure où il y a certaines compagnies, je vais prendre l'exemple de Specialized, m'ouvrira jamais de compte comme petit indépendant pour avoir leur sel. C'est genre, faudrait que je les trouve dans une autre boutique. Et aussi, je vais être réaliste que moi, c'est parce que ça fait 21, presque 22 ans que je suis dans le domaine du vélo. Donc, avec mes contacts, j'ai été capable d'ouvrir des comptes dans une grande majorité des distributeurs. Mais pour un indépendant qui ne vient pas nécessairement du milieu, la plupart du temps, s'il veut s'ouvrir des comptes dans différentes compagnies de celles d'accessoires, il va se faire dire non. Il va falloir peut-être qu'il se trouve une association avec une boutique, malheureusement. Ouais, c'est ça. Définitivement. Donc, pour un peu faire un portrait global, finalement, je pense qu'il y a vraiment... il peut y avoir de la valeur dans vraiment tous ces braquettes de prix-là. Je pense que c'est juste d'ajuster ses attentes. Puis peut-être, moi, un peu pour revenir à ma philosophie, pourquoi que j'essaie de rester relativement accessible, je me rappelle à une anecdote. Dans le fond, quand j'ai commencé à être même spécialisé dans le positionnement, c'était une personne qui est dans la soixantaine avancée, qui avait un vélo qui devait valoir 200 $ usagé. Donc, tu sais, que juste le positionnement devait être plus dispendieux que la valeur de son vélo. La personne avait une limitation au niveau de sa flexion d'angle du genou. Elle ne pouvait pas plier son genou plus de comme 40 à 50 degrés. Donc, évidemment, elle était incapable de passer de la pédale au-dessus, finalement. C'était pas dans ses options, elle, de dépenser une fortune. Mais c'est qu'elle était dans la soixantaine avancée et c'était sa seule façon de demeurer active. Et à cet âge-là, si on arrête d'être actif, ça peut rapidement dégringoler, finalement. Heureusement, c'était un vélo qui était tellement bon marché de grande chaîne que c'était des manivelles en acier. Donc, qu'on a percé des trous de pédale au milieu pour y faire des manivelles effectives d'environ 100 mm de long. Et donc, avec un service qui a pris grosso modo 20 minutes, ben on a pris une personne qui était plus en mesure de faire du vélo et on l'a remis à pouvoir faire du vélo. J'essaie toujours... Ça, c'est beau, ça. Ça a été un moment, moi, qui m'a fait hey, c'est ça que je veux me spécialiser parce que c'est tellement gratifiant, ces moments-là. Et c'est là que des fois, je trouve, dans la stratégie de prix, j'essaie de garder quelque chose d'accessible parce que je me dis, je veux pas perdre nécessairement ces gens-là parce que c'est souvent les gens que c'est très gratifiant d'avoir cette clientèle-là. Puis quand on arrive dans des sphères très élevées, ben c'est d'optimiser un peu plus quelqu'un de déjà optimisé des fois. Fait que c'est toujours cette balance-là qui ultimement n'a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Mais j'ai toujours cette histoire-là en tête quand je me dis je voudrais m'acheter plein de choses et avoir à augmenter mes prix. Ouais. Après, par rapport à un client qui cherche à faire une étude posturale et qui regarde au niveau des prix, comme tu disais, il faut faire attention aux attentes. Mais je dirais que aller plus loin, ça dépend de la personne en elle-même. Il faut voir, mon conseil, ce serait de prendre quelqu'un qui est, par exemple, certifié, avoir une certification de l'IBFI. Ça peut être une reconnaissance qu'il y a eu une formation, qu'il y a eu un suivi, qu'il y a des connaissances et des outils conséquents pour pouvoir faire une étude correcte. Et d'éviter quand même les parties assez bas prix, on va dire, parce que si c'est une étude posturale d'une demi-heure à 70-80 €, on pourrait avoir quasiment la même chose en prenant notre conversation avec l'IA de la semaine dernière.
Ouais. En gros, ils utilisent les mêmes algorithmes, donc on serait capable d'en arriver suffisamment proche au même endroit sans avoir à payer soit rien du tout ou très faible. Donc vraiment pour une étude posturale, il faut se concentrer sur quelqu'un qui va comprendre le cycliste, travailler avec le cycliste et vraiment aller le positionner. Et là après, oui, il y a différents prix par rapport à ce qui est offert, mais pour moi, ce serait vraiment la barrière minimum à passer. Parce qu'ultimement, une personne compétente, et même si ça peut paraître presque controversé de dire ça, en général, quelqu'un de compétent peut commander un salaire plus élevé, donc dans le fond des tarifs plus élevés. Donc d'aller vraiment vers le plus bas soumissionnaire, ben, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement le même niveau de qualification. Mm. Donc c'est définitivement quelque chose à penser parce que justement, si on veut pouvoir encourager à ce qu'il y ait de plus en plus de spécialistes pour mieux servir la clientèle cycliste, il faut leur permettre, je pense, de bien gagner leur vie aussi. Ouais. Est-ce qu'on passe à une question plus avec une étude de cas, dans le fond, un exemple de cas que j'ai ici d'un client, dans le fond, d'un auditeur qui dit: En dépit d'une étude posturale, dès que je suis en montée, j'ai une forte pression au niveau du périnée qui m'oblige à arrêter après environ 30 minutes. Pression que je n'ai pas en descente ou sur le plat. Que faire? Bon, est-ce que je te laisse expliquer un peu peut-être la dynamique qui est en cause, qui est assez évidente pour nous, mais qui peut l'être pas nécessairement pour tout le monde? Ouais, bah alors, déjà, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ça. L'une des raisons, ce serait déjà un problème de positionnement, tout simplement. Peut-être, comme on disait déjà juste avant, est-ce que la position est optimale une fois qu'on est allé sur la route, une fois qu'on a fait les essais, ou est-ce qu'elle est optimale Ultimement, ce déjà qui depuis arrive, le début? c'est une question d'angle que quand on arrive en pente, ben, l'angle de selle effective est totalement différente aussi. Ouais, oui, si le vélo est en montée, la selle va aussi être en montée. Exactement. Et donc là, on va avoir l'angle le devant de la selle qui va être C'est ça. plus élevé que le reste. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiger ça? Euh, ouais, il y a plusieurs options. Une option, ce serait peut-être de baisser un peu la selle, parce que donc on a tous une fenêtre de hauteur de selle qui va être en moyenne d'à peu près 10-12 mm. Donc si on est dans ces 10 ou 12 mm, on va avoir une hauteur de selle qui va être correcte. Enfin, ça, c'est ce que j'ai vu de mes valeurs. Après, moi, j'ai aussi vu des personnes où on change de 2 mm et ils acceptent pas. Donc, mais on va dire en moyenne, 10 mm, c'est une fenêtre correcte. Donc, peut-être qu'on est sur la partie haute de l'ajustement de selle. Et ce qui se passe, c'est que quand on est en montée et qu'on commence à pousser un peu plus fort sur les pédales, on va avoir tendance à faire descendre le talon. Mm. Et quand on descend le talon, on augmente la hauteur de selle parce qu'on va rallonger la distance entre le talon et la selle. Donc si on est déjà sur la partie haute de la hauteur de selle, on va peut-être passer au-dessus et c'est ce qui va potentiellement ramener de la pression sur la selle et surtout sur le devant parce qu'on va être sur une position un petit peu plus agressive avec la selle qui pointe vers le haut par rapport à l'angle de montée. Donc ça, Ouais, ça peut déjà être une solution. parce que pour rebondir sur ce que tu dis, l'angle de selle, ce qu'il faut toujours faire attention, ça peut être une solution et qui peut parfois, à court terme, sembler être une solution intéressante. Mais il faut toujours faire attention qu'un angle de selle trop pointé vers le bas peut amener définitivement le bassin à définitivement plus glisser vers l'avant. Donc finalement, se retrouver avec un appui plus sur le nez qui aidera pas vraiment. Mm. Plus de masse sur le guidon qui peut amener des douleurs, bon, des engourdissements au niveau des mains, des douleurs au niveau cervical, plein de différentes choses. Au niveau du nez de la selle aussi, c'est sûr que moi, il y a peut-être deux choses sur lesquelles je peux penser. Ce serait de voir si cette personne-là a un dégagement, bon, si c'est une ouverture centrale pour enlever la pression au niveau du périnée, si elle est Ouais. complète ou non. Il y en a plusieurs que le nez va être plein, même si la partie est un petit peu plus reculée. Mais là, si on est vraiment sur le bout de la selle, peut-être que c'est ça quelque chose qui peut être un, un point qui peut aussi aider. Autre chose aussi sur ce que je vais rebondir sur ce que tu disais en termes de grimpe, justement parce qu'on descend les talons aussi. De- Souvent, quand on est à la plus basse cadence, en travail de force, on a plus tendance, ceux qui disent justement de tirer dans la partie arrière, même si c'est quelque Mhm. chose qui,
on veut pas faire nécessairement de façon constante, surtout pas sur le plat, mais à plus basse cadence en grimpe, c'est quelque chose qu'on a plus tendance naturellement à faire, des fois d'avoir une traction active dans la partie arrière, mais ça amène plus de pression sur la selle aussi en général. Si on tire la pédale vers le haut, ça amène une force sur le bassin vers le bas, et ça, je l'ai mesuré avec la cartographie de pression de selle. Donc, c'est une autre chose qui peut être en cause aussi. Ouais. Donc, mais du coup, ça devient plus compliqué pour aller retirer cette pression. Oui. Mais peut-être une selle différente, avec une ouverture plus grande. Ou peut-être, comme tu disais, baisser le nez de la selle d'un degré, mais vraiment faire attention à pas causer d'autres problèmes par rapport à ça. Et toi, Mais t'aurais-tu peut-être un ou deux modèles de selle qui te sort de la tête pour dire, oh, ça, pour ces dynamiques-là, ça pourrait être une selle intéressante? j'aime bien les SMP, donc du coup la F30 ou la VT30, Hmm. ce que tu dis qui est une selle assez populaire, qui sont les mêmes de toute façon. Euh, Les 30 et les 20, parce que dans le fond, c'est juste une question de c'est différence. une question de largeur. C'est juste une question de largeur, mais c'est le même concept, oui. Ouais. Qui vont être du coup assez ouverts sur l'avant et assez plats aussi, donc Oui. ça peut être intéressant. Et dont l'ouverture est complète jusqu'au bout. Il y en a qui aiment. C'est une des choses que les gens, des fois, aiment moins de SMP d'un point de vue de look, un peu le bec qui plonge vers le bas. Mais c'est ce qui fait que l'ouverture est vraiment complète jusqu'au bout et non pas partielle avec le bout plein. Ouais, c'est vrai. Encore que la F30, le bec est pas trop prononcé. Enfin, sur la F ou les VT, c'est pas trop Oui. prononcé. Beaucoup moins que sur une Nimber ou une Dracon. Mm. Euh, mais ouais, donc une SMP qui a beaucoup d'ouverture, pour moi, ce serait plus ce que je conseille et avec quoi j'ai l'habitude de travailler. Mhm. Moi, je suis présentement en train de faire l'essai de celle que je trouverais potentiellement intéressante aussi pour ce cas-là, qui, je vais en parler plus longuement éventuellement dans une capsule, mais qui est SQ Lab. Tout simplement parce que justement, ils ont un peu un système que l'appui sur les ischions est un peu surélevé par rapport au nez, sans être obligé. Dans le fond, c'est que plutôt que d'avoir un angle de selle qu'on pencherait vers l'avant pour enlever la pression sur le bec de selle, c'est un peu comme si le nez était de plus bas. Donc il peut être parallèle au sol, mais le nez est quand même plus bas finalement que la partie arrière. Donc, ça peut être une option intéressante qui fait un très bon dégagement au niveau du périnée sans nécessairement mettre autant de pression sur les côtés comme certaines selles peuvent faire. Donc, ça aussi, je pense que c'est une option qui peut être intéressante dépendant des positions. Mm. Et après, il y a aussi une possibilité sur la rotation du bassin. Oui. Donc le recul de selle, ça pourrait aussi jouer sur la rotation du bassin, qui pourrait aussi jouer sur le positionnement des pressions sur la selle. Mais pour moi, je dirais que l'étape numéro un, ce serait quand même de vérifier avec le spécialiste qui a initialement fait l'étude posturale. On a parlé tout à l'heure justement des choses qui justifient certains tarifs. D'avoir un suivi, c'est vraiment important. Je pense de prendre son positionnement et juste s'il y a un problème, de l'endurer, finalement, je pense pas que c'est la meilleure chose. Ce serait vraiment d'aller consulter la personne qui a fait le positionnement initial, effectivement. Ouais, ouais. Très important. Super. On y va avec la dernière question pour aujourd'hui. Sur la vidéo où je parlais comment bien magasiner son vélo finalement en boutique, je parlais que c'était bien important, quelque chose qui pouvait être très intéressant, c'est d'amener son vélo à la boutique pour valider les différentes grandeurs de cadre. J'ai quelqu'un qui me dit justement, ben, si on magasine un peu par soi-même ou quoi que ce soit, ben, comment mesurer mes données pour savoir quelle grandeur de vélo que j'ai besoin. Donc, a priori, disons, si on prend un peu le parallèle que la position serait bonne avec le vélo qu'on a présentement, ou que justement le nouveau vélo, euh, quelles seraient les différences? Toi, ça serait quoi ta recommandation finalement? Alors déjà, il y a peut-être deux points sur la question. Premier Oui, point, c'est comment faire les mesures oui, et quelles mesures considérer. Ça peut être sur une podcast, ça peut être délicat, mais ça pourrait oui. être une vidéo complète pour expliquer quelles mesures marchent et comment les prendre. On pourrait en parler longtemps, mais on va essayer de garder ça simple pour aujourd'hui. Ouais. Et la deuxième partie, c'est plus du côté, on a fait une étude posturale où Mm. on a un vélo et quelle taille choisir sur le nouveau vélo.
Pour moi, je dirais qu'il y a deux façons de faire. La première, tu en as parlé, c'est de ramener le vélo et de comparer directement en magasin. Est-ce qu'on peut réussir à avoir à peu près la même position en mettant les vélos côte à côte? Ça peut être une très bonne façon de faire. Si on est à acheter un vélo sur Internet avec un système de livraison, parce que des fois on n'a pas accès à un magasin, surtout par exemple aux États-Unis ou des endroits assez exclus, on va dire. Mhm. Là, c'est pas forcément possible. Donc, il y a deux sites Internet que j'utilise. J'utilise Geometry Geeks et Bike Insight. Je préfère Bike Insight parce Ah, que il y a un visuel. C'est-à-dire qu'on peut... bonne recommandation parce que je le connais. Moi, j'utilise Geometry Geeks. Je vais regarder Bike Insight. Ah oui, ben, Geometry Geeks, je l'aime beaucoup, mais je serais curieux de voir cet autre site web-là, oui. Ça marche à peu près sur le même principe où on va sélectionner deux cadres. Donc on peut Mhm. sélectionner notre cadre qu'on a déjà et le nouveau cadre qu'on veut acheter. Et ça nous donne à peu près la même chose que Geometry Geeks, mais en plus on a un visuel. Donc on va avoir une image où les deux cadres vont être superposés. Donc on va être capable de visuellement voir les différences sur les angles, sur le reach ou le stack. Donc on va vraiment avoir cette valeur qui va nous montrer la géométrie et la taille du vélo. Et on va pouvoir ajuster une taille au-dessus, une taille en dessous et de voir l'impact que ça a sur le vélo directement en visuel. Et de là, ça nous permet de prendre une décision. Si on a un vélo avec une potence de 70, on va acheter un vélo qui a un reach de 10 mm de moins, et ben du coup, on va pouvoir mettre une potence de 80. Donc Parce ça que va être juste comme pour ça des remettre choses en intéressantes. contexte, pour ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi, quand on parle de reach, qui est un peu comme la portée, si on veut dire, mais le terme utilisé est le reach, c'est un peu la distance horizontale. Disons, si on se prendrait le point dans le milieu du boîtier de pédalier et le dessus de la colonne de direction, ben, le reach serait la distance horizontale, tandis que le stack serait la distance verticale. Donc, effectivement, c'est que si on a un vélo présentement qui, bon, disons qu'on serait confortable avec cette position-là dans la configuration qu'il est là. Si on magasine un vélo et on voit qu'il y a, disons, 20 mm de stack de moins, c'est-à-dire 20 mm plus bas, donc c'est se poser la question, est-ce que on a une marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut se permettre 20 mm plus bas? Est-ce qu'on a la mobilité pour se le permettre? Ou est-ce que si je regarde dans ma configuration, est-ce que je suis déjà avec tous les espaceurs? Donc, clairement, j'aurais pas cette marge de manœuvre-là. Si on n'a déjà aucun espaceur, bon, oui, on peut avoir cette marge de manœuvre-là. Même chose pour le reach. Si on a une potence de 70 mm, mais que le nouveau vélo qu'on regarde est 10 mm plus long, ben c'est soit qu'on a une position 10 mm plus loin ou une potence 10 mm plus courte. Un vélo avec une potence de 60 mm, c'est peut-être pas. C'est une correction qu'on peut faire avec un vélo pour ne pas avoir à changer le vélo, mais est-ce que c'est l'idéal si on veut s'acheter un vélo optimisé pour notre positionnement neuf présentement? Non, pas nécessairement. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc Back Insight, j'aime bien par rapport à ça. Le problème de Back Insight, c'est qu'il y a quand même pas mal de vélos qui sont pas disponibles, donc où ils Mm. ont pas les mesures. Donc on est du coup quand Bike Insight n'a pas le cadre que je veux regarder, je passe sur Geometry Geeks parce qu'il est quand même assez complet. Il a une base de données un peu plus complète. Mm. Et après, je vais utiliser des logiciels plus spécialisés. Donc on va parler de BikeCAD, qui est Bike. donc vraiment un logiciel de software de CAO pour faire de la conception vélo. Ou alors je vais aussi utiliser Fusion 360 où j'ai créé un template, un blueprint en fait d'un vélo et je peux ajuster et Mm. puis voir. Ça c'est plus après pour les réglages, donc les espacements entre la colonne de direction et la potence, Oui. les longueurs de potence, les angles, etc. Donc, mais là on est sur une offre un peu plus spécialisée où ça va être une offre supplémentaire pour aller chercher un vélo optimal pour la position. Donc en gros voilà, c'est les C'est effectivement, tu parles différents d'une systèmes que option qui est j'utilise. beaucoup plus avancée parce que même la première option avec Geometry Geeks, pour moi, c'est déjà une option souvent que même la majorité des boutiques se rendent même pas à Hmm. à cette option-là. Donc, si au moins les boutiques faisaient ce travail-là au départ, ça éviterait, tant qu'à à mon avis,
beaucoup de problèmes de gens qui viennent nous voir avec des vélos qu'on est obligé de mettre des potences de 50 mm parce que le vélo est trop grand. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais sur le reach et le stack, c'est très important et très souvent, un vélo type endurance serait beaucoup plus adapté, ce qui permet d'avoir une potence plus basse, moins d'espacement en dessous de la potence et une potence plus longue qui permet de ramener un peu plus de contrôle sur le vélo. Donc vraiment aller comparer, vraiment une bonne idée. Donc Geometry Geeks ou Bike Insight, c'est gratuit, c'est facile d'accès. Donc vraiment faut pas se priver, il faut les essayer et, euh, et jouer parce que comme avec. je disais dans la vidéo, purement se fier aux chartes de grandeur, c'est en utilisant ces outils-là qu'on se rend compte qu'il y a d'énormes différences. Parce que j'en parlais, comme par exemple, que si on regardait chez Specialized, je crois que c'est comme un Roubaix médium avait la même longueur que le tarmac extra small. Le tarmac extra small et le Roubaix médium avaient la même longueur, Hmm. mais avaient la hauteur du extra large tarmac. Donc finalement, un Roubaix médium, c'est un mélange entre un extra small et un extra large tarmac. Donc c'est deux résultantes pour deux médiums qui sont totalement différentes. Donc Ouais. c'est de là que le stack et reach pour moi, c'est les mesures qui sont beaucoup plus importantes que de savoir est-ce que j'ai besoin d'un médium ou un 54 ou quoi que ce soit. C'est de loin les deux mesures les plus importantes et universelles. Oui, ouais, c'est ça. Et après, alors, tu disais par rapport aux tailles de vélo, un 54 par exemple, historiquement, c'est la longueur entre le boîtier de pédalier, c'est la longueur du tube de selle. Ouais. Théoriquement, c'est ça. Maintenant, un vélo 54, il n'y a aucune valeur qui fait 54 cm sur le tableau. Donc, c'est, c'est pas à prendre en compte. Et on va aussi avoir, j'ai vu, je sais plus les marques, faudrait que je les retrouve. Mais j'ai déjà comparé des vélos en 51 et en 54 qui sont euh, complètement différents. C'est-à-dire que on va avoir un 51 qui va être aussi grand qu'un 54 dans une autre marque. On va avoir vraiment les mêmes valeurs. Donc, si quelqu'un dit ah, je suis un 54 et qui va acheter le 54 de l'autre marque qui est beaucoup plus grand, ça va complètement changer la position. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même passer un peu de temps à vérifier les valeurs et comparer avec le vélo et voir la meilleure taille. Parce que même à l'inverse, moi, ce que je vois des fois, c'est deux grandeurs qui sont. Parce que bon, moi, mettons, je me rappelle un vélo même que j'avais magasiné pour moi-même, que j'hésitais. Je suis grand, je suis un peu entre un 56 et un 58 en général, et je regardais un vélo et la différence entre le 56 et le 58, il avait exactement le même. Il y avait 1 mm de différence de reach, mais 15 mm de différence de stack. Donc, le vélo extra large était simplement beaucoup plus haut, mais n'était pas plus long. Mhm. Donc, pour quelqu'un qui veut une position plus endurance, de se dire, oh, je vais y aller avec un vélo large pour être moins long, ben, dans ce modèle-là, tout ce qu'il perdait, il était juste plus bas. Donc, des fois, on se demande comment ils font leur design ou quoi que ce soit, mais Ouais. c'est à regarder parce que des fois, les différences peuvent être très grandes d'une grandeur à l'autre, autant des fois, comme je dis, dans ce cas-là, c'était exactement la même chose au niveau du reach, mais énorme différence au niveau du stack. Ouais. Qui Non, tout ça, rendait c'est à le considérer, hein. 56, qui rendait le 1056, tant qu'à moi, pour beaucoup de gens, un peu inutile. Ouais. Mais donc, ouais, stack et reach pour Ouais, qui sont les plus importantes. C'est pas que les valeurs à considérer, mais je dirais que les autres valeurs vont avoir un impact plus sur le comportement du vélo que sur la taille du vélo. exactement. Donc, un petit peu moins de considération pour l'achat. Exactement. Mais fait que parce que ça, c'est les deux, dans le fond, mesures pour la posture, la position, finalement. Ouais. Et après, j'ai fait quelques essais aussi en longueur de potence, et j'ai trouvé que si on change la longueur de potence de 10 mm par rapport à l'origine, on reste sur des valeurs correctes et sur un comportement correct. 20 mm, c'est pas trop mal, ça reste encore correct, mais plus, là, ça commence à poser des problèmes sur le comportement du vélo. Surtout plus court. Plus long, ça le rend vraiment très...
j'ai pas le mot en français, mais y a aucune réaction. C'est vraiment Oui. un peu bateau, un peu un effet bateau. Oui. Mais alors que d'aller beaucoup plus court, on va avoir un effet très réactif, un vélo très sensible, une direction extrêmement sensible. Et ça peut potentiellement ramener un petit peu plus de risque sur le comportement du vélo. Donc, j'irais Mon 10 ou 20 expérience. mm, ça va. Ouais, mon expérience là-dessus est peut-être un petit peu plus nuancée dans la mesure où ce que j'observe, c'est que ceux qui vont avoir à utiliser des potences très courtes, c'est souvent parce que, bon, à la base, ils ont des vélos trop grands, donc c'est un peu un choix entre, il faut carrément s'acheter un nouveau vélo, ou bon, c'est pas le meilleur des mondes, mais allons-y avec une potence plus courte pour au moins être plus confortable. Et c'est que là, la nuance que je vois des fois aussi, c'est que si le vélo est vraiment trop long, peut-être que oui, d'un point de vue comme physiquement, étant donné que la potence est plus courte, on peut dire que c'est plus nerveux. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est que des personnes qui ont une potence trop longue, ça amène la masse beaucoup vers l'avant Mm. aussi, qui rend le vélo nerveux. Donc, de raccourcir la potence, peut-être que d'un point de vue de la direction, ça la rend plus nerveuse. Par contre, étant donné que tout à coup, elle est capable d'avoir sa masse davantage vers l'arrière, cette dynamique-là enlève de la nervosité. Donc, des fois, c'est quelque chose qui peut avoir quand même. Donc, je pense qu'il faut pas non plus. Tu sais, si quelqu'un a une potence de 50-60 mm sur le vélo, ça veut pas nécessairement dire qu'il va avoir un vélo trop nerveux pour ce qu'il a de besoin nécessairement. Encore là, c'est un peu du cas par cas. Mais Ça dépend aussi beaucoup du vélo. Il y a beaucoup oui. d'autres valeurs sur le vélo qui vont impacter ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est, non, enfin, je parlais plus en étant en contrôle du vélo. Donc, on va, si on est, avoir le contrôle du vélo, c'est le plus important. Et si on est en contrôle, on va pas ressentir ça autant que si on est sur une autre considération. Mais, et c'est pareil sur les largeurs de guidon. Oui. J'ai plusieurs clients, surtout des femmes qui sont assez petites et qui vont être sur un guidon de 32. Euh, et beaucoup de personnes disent, oh, sur un guidon de 32, on n'a aucun contrôle, c'est très nerveux, et au final, non, parce ils ont une position correcte, un équilibre des masses qui est optimal, et ils sont parfaitement en contrôle, et ça se passe très bien comme ça. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a cette nuance à considérer. Donc, toujours difficile des fois de donner des réponses très précises pour des cas particuliers comme ça, mais on essaie de donner le plus d'informations applicables au plus grand nombre de gens. Donc, je répète que ceux qui veulent poser leurs questions, ben, ceux sur les différentes vidéos de la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, soit que vous regardez présentement ou que vous pouvez aller voir dans la description de ce podcast. Écoute, merci beaucoup, Romain. J'espère qu'on va se revoir dans un prochain épisode de questions-réponses pour le positionnement, pour les études posturales. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Hey, merci, Romain. Merci. Encore merci Romain pour cet entretien. Si vous avez besoin d'informations sur son travail, je vous laisse dans la description les liens pour le rejoindre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.